Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce quatrième épisode d'Isidore le Puisatier. Alors ce soir, nous allons revenir sur les aspects un peu plus techniques du puits, notamment du puits artésien avec l'eau ferrugineuse. En parlant des forages, on va aussi parler des allios ou encore des crépines. On va rentrer un peu sur les détails techniques et on va essayer de rendre cela didactique et pédagogique avec quelques vidéos, tutoriels, etc. Sachant que des ouvrages vont nous accompagner pour cet épisode à nouveau, et cette fois l'ouvrage d'Isidore, Les Amis des puits, les puits traditionnels du bassin d'Arcachon, par Isidore Sourcier-Puisatier. Et donc de ce fait, dans cet ouvrage, on retrouve ce qu'on a évoqué dans les précédents épisodes, donc on va compléter avec l'aspect plus technique. On a également Le Silence dans les champs de Nicolas Legendre, Le Ministère des bras cassés de Marc Paillet, Le potager en carré à la française d'Anne-Marie Naguet-Lessen ou encore 1984 de George Orwell. À ma droite, La forteresse agricole de Gilles Luneau, Gouverné par le chaos de Lucien Cerise, L'OMS menace pour la santé, pour l'humanité, de Jackie Cassot et Patrick Pazin, Le réveil à Sedé de Didier Rélac et enfin La guerre secrète contre les peuples de Claire Sévrac. Je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec Isidore. Étant totalement apartisan et asyndical, mon casier judiciaire est vierge et je ne suis pas suicidaire. Je rappelle également que je ne suis pas franc-maçon, ni membre du Rotary Club, Lions Club et de quelque réseau que ce soit. Et enfin, je rappelle qu'Isidore est entièrement responsable de ses propos et de ses actions. Merci aux modérateurs présents pour cette émission et je vous dis à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bon, je vous laisse lire, je vous laisse travailler, Nicolas. Allez. Bonsoir Isidore. Bonsoir mon ami. Très heureux de vous retrouver Isidore Aussi. pour notamment cette émission. Alors ce sera peut-être une des dernières parce qu'on a déjà fait le tour de beaucoup de sujets concernant les puits et les forages. Néanmoins, on va parler de l'aspect un peu plus technique et ce soir on va évoquer notamment, comme je le disais en préambule, les allios. On va revenir un petit peu sur les nappes phréatiques. On va évoquer aussi l'eau ferrugineuse ou encore les fameux filtres qu'on appelle aussi les crépines. Voilà, j'ai pas encore maîtrisé tout le vocabulaire, mais ça va venir. Donc déjà, comment allez-vous, Isidore? Pour l'instant, tout va à peu près bien. Je Parfait. vis de semaine en semaine, comme tout le monde. Bien sûr. En tout cas, voilà, on va revenir là-dessus. Alors, justement, dans l'ouvrage ici présent, Les Amis des puits, les puits traditionnels du bassin d'Arcachon, très belle couverture qui fait très, pittoresque, un petit peu, très sympathique. Je vais lire la quatrième de couverture. Je cite Les secrets des puits et de la sourcellerie, un guide pratique et vivant par Isidore Sourcier et Puisatier. Amis des puits, bonjour. À travers ces pages, Isidore, Puisatier de métier et sourcier de passion, vous emmène dans un voyage au cœur des eaux souterraines. Ce livre est bien plus qu'un simple recueil d'anecdotes, c'est un véritable guide pour comprendre et préserver l'art du puits traditionnel. Puits ou forage, vous découvrirez les différences fondamentales entre ces deux techniques, leurs avantages et leurs pièges, des solutions concrètes pour remédier aux problèmes d'eau ferrugineuse ou de pollution bactérienne. L'art de la sourcellerie, mythe ou réalité, Isidore partage son savoir et répond à vos questions. Un livre pratique, instructif et passionné qui redonne la parole aux gardiens des eaux d'autrefois. Vous aussi prenez part à la discussion. Des questions, écrivez à Isidore. Et c'est bien de le rappeler et merci de le préciser Isidore, puisque à travers toutes ces émissions,
de ce mois de novembre, eh bien, les auditeurs, les spectateurs pourront vous écrire. Je rappelle que tout est en lien de la description et y compris le lien de l'ouvrage ici présent sur lulu.com que j'ai moi-même commandé. Donc ça marche. Au bout d'une semaine à peu près, vous l'avez. Et donc de ce fait, eh bien, quitte à refaire une émission spéciale juste avec des questions et des réponses, comme ça, ce sera plus simple. Mais là, on voulait, avant d'avoir les questions et les réponses, faire un tour d'horizon général de manière didactique, un peu, j'allais dire, comme un cours, même si le but n'était pas d'être universitaire ou professoral, mais au moins d'avoir quelques rudiments, quelques éléments de compréhension. Et justement, vous nous parlez des fameuses crépines, sachant que je cite page 39, eh bien, vous nous dites que les crépines sont des éléments essentiels dans les forages et servent à filtrer l'eau qui pénètre dans le forage. Cependant, lorsqu'elles sont mal installées ou trop nombreuses, elles peuvent provoquer des complications. Certains foreurs, dans l'espoir d'augmenter le volume d'eau capté, installent un nombre excessif de crépines, ce qui perturbe le système. La loi naturelle veut que le volume d'eau extrait ne dépasse jamais ce qui circule réellement dans le sol. En ajoutant trop de crépines, certains pensent qu'ils augmenteront le débit d'eau, mais en réalité, ils risquent de nuire à l'efficacité du forage. Pardon. Deux cas possibles. Création correcte de crépines artisanales. Si elles sont placées avec soin et adaptées à la veine d'eau, elles fonctionneront harmonieusement sans créer de problème. Création excessive de crépines du commerce. Lorsqu'elles sont trop nombreuses et mal positionnées, dépassant largement les bords de la veine, elles peuvent provoquer des accumulations d'argile dans le forage. L'argile, de par sa granulométrie fine, moins de 2 à 4 piomètres, peut pénétrer dans les crépines, les obstruer, finir par enfermer la pompe. Et il y a l'élément qui entre en jeu, c'est l'argile. Donc je vous laisse rebondir là-dessus si vous avez des éléments à apporter. Ben, je vais commencer par le début. Autrefois, on faisait tous les puisatiers commander à des gens professionnels une dimension de crépine. Alors, il faut bien m'écouter, les gens. Écoutez-moi bien, pour éviter de dépenser de l'argent pour rien. Une crépine, ce n'est pas un filtre. Sinon, on l'appellerait un filtre. Bien sûr, dans l'esprit des gens, en filtrant, on va avoir le maximum d'eau pour un minimum d'impureté. Évidemment, ça c'est le principe. Mais le problème, c'est d'avoir le maximum d'eau, c'est vrai, pour un minimum. Mais c'est la fabrication des crépines. Autrefois, il y avait une corporation d'artisans qui fabriquaient les crépines. Ça date d'avant le Moyen-Âge, parce qu'on n'a pas attendu les crépines modernes pour faire des crépines. Parce que les crépines, ça existe depuis les Grecs, hein. C'est pas d'aujourd'hui. Donc, et ils les faisaient comment? On les faisait autrefois sur des feuilles de cuivre. On amincissait des feuilles de cuivre. Ensuite, avec un burin spécial, on faisait des ouvertures qui ont une certaine forme, qui n'a rien à voir avec les crépines modernes. Je vais en parler aussi. Là, il y a un moment, parce que ça va être la crépine qui va être l'élément, un des plus importants du puits. Si on fait bien une crépine et qu'on la place bien et qu'on pompe les 2/3 du passage de l'eau, on est parfait. Il faut arriver à ce stade. Alors là, c'est compliqué. Faire un trou, on met le temps. Bon, avec le temps, en cassant un peu de matériel, on y arrive. Mais s'arrêter au milieu et au centre de la veine, ça, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde qui fait passer un sourcier et qui fait le puits derrière, il croit qu'il est dans la veine. Et le pire, c'est qu'il met une crépine qui ne va pas être adaptée à l'épaisseur de la veine. Parce que la veine, elle a des dimensions. La dimension de largeur et une dimension d'épaisseur. C'est un peu comme une veine d'un bras
où une infirmière fait une prise de sang. Ça, c'est exactement la même chose. Donc, quand on fait un puits, on ne fait pas à droite, ni à gauche, ni dessus, ni dessous la veine. On le fait au milieu et au centre de la veine. Ça, c'est très peu de... Mais vous qui m'écoutez, les gens, très peu de gens sont capables d'arriver à cet exploit. Parce qu'ils le croient. Alors, le pire, parce qu'il y a un pire dans l'affaire, c'est que dans cette veine, ben, ils mettent un certain nombre de crépines, en espérant, parce que c'est basé sur, non pas sur la connaissance, c'est basé sur l'espérance. Les gens espèrent, de tout cœur, bien sûr. Ils espèrent de tant qu'ils peuvent, en disant, j'espère être dans la veine, bon, je vais y mettre des crépines, j'espère que les crépines vont aspirer un peu de la veine, mais ils aspirent, parce qu'autour de la veine, il ne faut pas oublier, les amis, c'est quand même la nappe phréatique qu'il y a autour. Et la nappe phréatique, je vous l'ai seriné pendant 1000 fois, c'est un bouillon de culture, à part qu'on me prouve le contraire. Donc, la veine, elle a des dimensions et elle est placée sur un point dur du sous-sol, c'est-à-dire ou de la marne, ou de l'argile, ou de la tourbe. Enfin, c'est un point dur. Parce que la veine, elle ne circule pas comme ça au milieu de la nappe phréatique sans support. Le support, c'est les sédiments, c'est la partie dure. Donc, elle repose là depuis des milliers d'années et elle est entourée par la nappe phréatique. Alors, on va me dire pourquoi elle n'explose pas, pourquoi elle ne se mélange pas. Elle ne se mélange pas parce que elle a des densités et des températures complètement différentes de la nappe phréatique qui l'entoure. Donc, il n'y a pas possibilité d'interpénétration, il n'y a aucune possibilité. Bon, et par contre, la veine qui a un peu de pression, parce qu'il y a un amont et un aval. Entre l'amont et un aval, il y a une pente. Donc, il y a l'eau qui circule. Je n'ai pas employé le mot couler, mais l'eau qui circule dans la veine, de grain de sable en grain de sable. On appelle ça la transmissivité. Et cette transmissivité a une certaine vitesse qui est en fonction de la pente. Donc, il y a aussi une légère pression qui s'exerce dans la veine. Et pourquoi elle n'éclate pas dans la nappe phréatique? Elle n'éclate pas parce que deux forces de sens opposés et de même intensité s'annulent. Ça veut dire que la force qu'il y a au-dessus de la veine, c'est le poids de l'eau et des éléments qui sont au-dessus. Donc, le poids compense la pression de la veine. Donc, la veine continue son petit chemin pendant des milliers d'années. Bien sûr, si en amont, on fait une autoroute ou si on fait des piscines pas possibles et que l'on creuse le sous-sol et qu'on commence à perturber le sous-sol, alors là, il faut si on déstabilise le sous-sol, on déstabilise les veines. Parce que les veines, elles commencent à éclater, puisqu'elles n'ont plus le même poids qu'il y avait au départ. Donc, si on déstabilise le poids qu'il y a sur les veines, ben les veines elles vont éclater et elles vont se répandre. Ça fait partie du mélange des nappes. 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Ça vaut ça. Bon, ça, c'est la règle. Mais on n'applique pas encore les règles, mais on va finir un jour par les appliquer. Parce que les veines, c'est celles que l'on buvait autrefois. Et les veines sont celles qu'on va reboire dans quelque temps. C'est pour ça que je vous dis, les gens qui avaient il y a 1 million, pas une rigolade, non pas 1 million,
10 millions de puits qui dorment dans les campagnes et même dans les villes. Il ne faut pas croire, hein, les villes comme Bordeaux, toutes les échoppes, ceux qui m'entendent à Bordeaux et qui ont des échoppes, toutes les échoppes avaient un puits, et même mitoyens, toutes comme ça. Les gens, ils ont oublié. Ils ont de la bonne eau qui passe dessous, et puis dessous leur sol, et ils achètent l'eau de la ville. Il faut quand même le faire. Mais enfin bon, admettons qu'ils ne sachent pas. Mais tous les gens qui vous découvrez des puits dans les campagnes, il faut les nettoyer. Appelez l'association des Amis des Puits, on va vous apprendre à le faire. Parce qu'on ne peut pas se déplacer partout. Mais c'est un travail, ce n'est pas un gros travail, c'est un travail précis qu'il faut faire. Mais il n'est pas très important, mais c'est un travail précis. Bon, mais ça, je laisse tomber puisqu'on parle des crépines. Donc, la crépine, elle va dans la veine. Il va. Alors, ce qu'il faut, je regardais des dizaines de constructions, de créations de puits par des amateurs. Ah, pour faire alors, ils ont des tarières, ils ont un matériel monstre pour percer la terre. Bon, c'est bien d'avoir tout ça, c'est bien de le faire, mais il faut savoir s'arrêter. Mais les gens, ils espèrent pouvoir s'arrêter dans la veine. Alors, il y a deux sortes de personnes. Il y a les gens qui font des trous au hasard en disant « Oh, il y a de l'eau partout ». Oui, dans la nappe phréatique, il y a de l'eau partout. Ça, c'est sûr. Mais dans les veines, ce sont les veines qui, elles, sont potables. La nappe phréatique n'a jamais été potable. Alors, quand on faisait des puits autrefois, on faisait passer un sourcier. On va y venir aux crépines. Mais on faisait passer un sourcier. Le sourcier déterminait l'emplacement de la veine. Le puisatier s'arrêtait au centre et au milieu de la veine, déposait la crépine qu'il avait commandée aux artisans qu'il a créés pour la déposer au centimètre près. Pas au hasard, hein, au centimètre près. Il a déposé une certaine crépine dont ils avaient mesuré les dimensions, comment dirais-je, la hauteur de la crépine, qui était en fonction de la veine. On n'allait pas faire une crépine d'1,20 mètre dans une veine qui avait 80 centimètres d'épaisseur. Donc, il fallait, en fonction de l'épaisseur, écoutez-moi bien, maintenant, vous le savez, il faut calculer l'épaisseur de la veine. Bonjour, c'est pas facile. Ensuite, calculer la crépine qu'il va falloir faire pour la déposer au milieu et au centre de la veine. Moi, à moins qu'on me dise le contraire. Bon, donc cette crépine, elle a une morphologie. C'est-à-dire, comme autrefois, quand on les fabriquait en cuivre. Maintenant, on peut les fabriquer artisanalement parce que je n'en connais pas dans le commerce que les mêmes striures que artisanales. C'est pas les mêmes. Artisanal, c'est une striure spéciale, mais artisanale, c'est toutes les mêmes. On les fait comme on faisait chez les Grecs et les Romains. Hein. On n'a pas inventé la poudre, on n'a pas inventé des crépines différentes, on fait toujours les mêmes. Bon, qui sont complètement différentes, mais alors complètement différentes, malgré qu'elles aient le même boulot, elles font le même travail, mais elles sont striées d'une façon différente. Bon, alors je vous en parlerai des striures. Bon, alors, donc les crépines du commerce, quand les puisatiers ont disparu, instantanément, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de passation, il n'y avait pas besoin de passation puisque on avait l'eau de la ville dans les maisons. Donc on n'avait pas besoin de passer le relais de savoir-faire des puits puisqu'on ne faisait plus de puits. Et pire, on les a abandonnés.
Alors, bon, donc ces puits qui ont été abandonnés et qui ont été faits, c'est fini, on n'en parle plus. Et donc, il existe maintenant l'eau des robinets. Ce qui veut dire qu'ils ont fait des forages, et tout le monde a fait des forages, c'est-à-dire des trous dans la terre complètement au hasard. Complètement. Au début, moi, j'ai vu tous les plombiers du coin, parce que c'est pour gagner du fric, évidemment. Alors, ils faisaient des trous pour avoir de l'eau, et cette eau, ils mettaient la pompe, ça leur permettait d'avoir une activité un petit peu pour gagner de l'argent, normalement. Bon, mais par contre, on s'est aperçu au fil du temps que l'eau était pourrie. Bon, et maintenant, comme l'eau du robinet est encore plus pourrie, alors, évidemment, alors les gens, ils se tournent vers les endroits où, anciens, c'est-à-dire les puits. Alors, on commence à réhabiliter les 10 millions de puits qui ont été abandonnés. Voilà, Mais Isidore, excusez-moi, mais est-ce que, j'allais dire le système, politique actuel fait que, la réhabilitation du puisatier, va peut-être prendre plus de temps que prévu parce que, comme on en parlait dans, une des émissions récemment, c'est que en réalité, on voit bien que s'émanciper de l'eau de ville, c'est pas évident parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un utilise uniquement l'eau de puits, pardon, du puits et que, comment dire? C'est gratuit. Il aura pas à payer d'eau, pour, sa maison et cetera, même pour boire, donc il aura plus besoin d'acheter de l'eau en bouteille ou encore une fois d'utiliser, de l'eau pour, son quotidien autre que celle du puits. Donc ça va lui assurer une certaine gratuité, de son utilisation puisque ce sera naturel, qu'il aura fait le travail pour ça et donc les grandes industries, les grandes multinationales et cetera, si, la plupart des gens commencent à s'émanciper de ça, eux, ils vont perdre, leurs bénéfices, leurs millions, voire leurs milliards. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi des risques que sur le plan, heu, politique, oligarchique et cetera, il n'y ait pas, des interdictions législatives qui soient mises en place? Parce qu'on parlait des lois sur l'eau, est-ce que, justement j'allais dire les Tesla des temps modernes, les Nikola Tesla des temps modernes, est-ce qu'ils ne sont pas aussi menacés par, la loi, par, les lobbies, par tout ça? Alors, pour moi, il y aurait une course contre la montre. Pourquoi? Parce que la prise de conscience va se chiffrer par millions d'individus. Pas par milliers, mais par millions. Alors, des millions d'individus, ça se manie pas trop comme ça quand ça touche à l'eau. Parce que là, on touche à quelque chose de vital. Alors, si il faudrait inventer des lois pour interdire de prendre l'eau des puits. Ça, c'est pas évident. Alors, bien sûr, les politiques, bon, ils vont essayer, j'ai dit essayer, ils vont essayer de trouver des règles, ils allont en trouver, puisque au bout de 1000 mètres cubes d'un puits, je parlais, 1000 mètres d'un puits ou d'un forage, on paye l'eau. Regardez les agriculteurs, ils ont des forages, mais ils payent l'eau au premier litre. Ils ont des compteurs. Parce que actuellement, au moment où je parle, depuis 2009, il y a la loi sur les compteurs. Tous les puits et les forages doivent comporter, au moment où je vous parle, doivent comporter un compteur volumétrique. Donc, ça permet de prendre 1000 mètres cubes et à partir de 1000 mètres cubes, on paye en fonction du prix qui est déterminé par la mairie de votre commune. Voilà, ça marche comme ça. Mais comme il n'y a pas de contrôle, pourquoi? Parce que pour contrôler tous les forages, il y a des millions et des millions de forages. Et les pourris, l'eau, peu importe. Mais donc, il faudrait des compteurs. Au moment où je vous parle, si vous n'avez pas de compteur et qu'il y a la police de l'environnement, qui était l'ancienne police de l'eau, qui débarque chez vous, elle a déjà plus de droits que
que la douane, la police d'environnement a plus de droits que la douane. Donc, vous ne les empêcherez pas de rentrer. Et puis, ce n'est pas des sots quand même. Ils vont déterminer où c'est qu'est votre forage. Et bon, ils vont l'analyser parce qu'ils ont des camions laboratoires. Si jamais ils découvrent que c'est un puits, tout ira bien. Mais s'ils découvrent que vous avez un forage avec de l'eau pourrie, ce qui veut dire que vous mélangez les nappes, ça va jusqu'à 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Je ne sais même pas comment vous le dire. Mais vous êtes tous en infraction. Bon, il faut d'abord un puits reconnu. Par qui? Il n'y a plus de puisatier. Ce métier n'existe plus. C'est pour ça que je voudrais créer des associations et puis créer aussi une confrérie pour refaire des puisatiers. Parce que tant que les lois ne nous interdisent pas d'en faire, eh bien, il faut en faire. Puisqu'on a de la bonne eau qui passe, qui arrive de la montagne, de toutes les montagnes, toute cette bonne eau qui passe, elle va se jeter dans la mer ou l'océan, ou dans quelques lacs, ou au bassin d'Arcachon ou à Arcachon. Bien sûr, cette eau, elle est perdue, puisqu'elle va de la montagne, des glaciers, elle passe sous terre 80%, et elle s'en va sous les montagnes, sous la mer. Donc, c'est une eau perdue. Donc, à nous de capter ces veines. Il y en existe des millions. Ce n'est pas 2 ou 3, c'est des millions. Il faut les capter avec des sourciers compétents, bien sûr. Ils sont à peu près tous compétents. Bon, ils ne savent peut-être pas trop les perceptions qu'ils ont, ainsi de suite. Il y en a qui sont un peu mystiques. Peu importe, la majorité, ils trouvent les veines. Hein, bien ou mal, mais ils les trouvent. Après, par contre, il faut les percer. Alors, il existe des foreurs. Ils ont un matériel extraordinaire. C'est vrai. Mais quand ils vont voir les propriétaires, la plupart, ils leur disent, où c'est que vous avez choisi l'emplacement de votre forage? Ils ne demandent pas, est-ce que vous avez fait passer un sourcier? Quelques-uns le demandent. On va y passer à ça. Mais pour l'instant, ils viennent chez vous, ils vous disent, où c'est que vous voulez votre forage? Ben ici, ou là. Ah non, je préfère là. Bon. À combien de mètres? Parce qu'ils ne savent pas, eux. Eux, c'est des foreurs, ils font des trous. Ils vont vous dire vous estimez à combien que vous avez de l'eau. Ben, c'est vous le foreur. Alors, les gens, il faut la confusion entre puisatier et foreur. Pour eux, c'est pareil. Alors, mais les quelques foreurs disent, attention, je ne suis pas puisatier. Quelques-uns, mais 2 ou 3%. Et les autres disent, bon, écoutez, on va percer, on verra bien. Vous vous rendez compte? On verra bien. Alors, ils percent. Et bon, parce qu'ils sont payés au mètre, c'est quand même 150 € du mètre, à peu près. Hein. Bon. Eh bien, quand ils vous ont fait 7 ou 8 mètres, et puis qu'il n'y a pas d'eau, où l'eau va couler pendant 3 minutes, et puis quand ils ont pompé la nappe phréatique et il n'y a plus d'eau, ben, ils ne garantissent rien. Ils disent, j'ai fait un trou. Bon, il n'y a pas d'eau, mais sur les devis que vous avez, regardez les gens, dans les devis que vous avez, il y a 3 phrases. Nous ne garantissons pas la qualité de l'eau. On garantit même pas s'il y en a ou pas. Hein. Et en plus, on espère que notre notre forage, va durer le plus longtemps possible. Alors que le puisatier, c'est tout à fait l'inverse. Il est sûr. Je ne connais pas un puisatier de l'époque qui était sûr de ne pas en trouver de l'eau. C'était extrêmement... Là où quand il disait qu'ils n'avaient pas trouvé de l'eau, ils ne trouvaient pas beaucoup de débit. Ça, c'est autre chose. Mais pas d'eau du tout, non. Parce qu'ils savaient s'arrêter au centimètre près dans la veine. On va parler des crépines, on va y arriver à ça.
Mais l'important, c'est de savoir où on les met, ces crépines, bonnes ou mauvaises. Il faut savoir où on les met. Bon. Donc, je vous explique bien. La veine a des dimensions. Et les foreurs, eux, ils ont un matériel, ils savent même pas dans quel sable. Ils arrivent à le savoir un peu, mais ils n'ont pas beaucoup de précision. Alors, et puis, ils ne cherchent pas trop la précision, parce qu'ils ne savent pas s'arrêter au milieu, au centre de la veine, parce qu'il ne faut pas dépasser la veine, parce qu'ils ont un matériel qui va vous aller jusqu'à 800 mètres. Ils sont pas, du moment que vous payez, quelles les autorisations? C'est vous qui payez, ils s'en foutent. Hein. Ils passent la veine, ils en passent même 2 ou 3 au besoin. Ils ne les reconnaissent pas. Ils ne savent pas reconnaître. Il faut des années. Écoutez bien les gens, ce que je vous dis. Ceux qui font des trous partout, là, n'importe où, n'importe comment. Hein, vous croyez avoir de l'abonnement, vous n'en aurez jamais. Ou, allez, un peu par hasard de temps en temps. Bon, admettons. Mais vous n'en aurez jamais. Et vous vous posez la question. Pourquoi? Et parce que vous avez fait votre trou au-dessous, à droite ou à gauche de la veine. Et pour s'arrêter dedans, il faut des années pour savoir. Hein? Moi, j'ai mis des années pour apprendre à mon petit-fils où c'est qu'il faut s'arrêter. Hein? Des années, 4 ans j'ai mis, exactement. Maintenant, il est sûr de lui. Mais avant, il m'appelait chaque fois pour me dire est-ce qu'on est dans la bonne ou est-ce qu'on ne l'a pas raté, est-ce qu'on est trop à droite, trop à gauche. Parce qu'il faut choisir, en principe, le milieu de la veine pour s'arrêter, parce que la veine a des dimensions de largeur, donc il faut s'arrêter au milieu, au centre de la veine. Il ne faut pas dépasser le support. Attention, écoutez-moi bien encore une fois les gens. Il ne faut pas dépasser le support qui est dur là où repose la veine. Parce qu'alors là, l'eau qui est en dessous, elle va remonter par capillarité dans la veine. Évidemment. Il va y avoir un effet de succion qui va faire, et c'est ce que l'on appelle le mélange des nappes. Le mélange des nappes, c'est pas un mot comme ça abstrait, ça veut dire mélanger la bonne et la mauvaise. 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Il faut le savoir. Vous oubliez tout ça, parce que vous ne le savez pas la plupart du temps. Alors, je ne suis pas en colère en vous disant ça, mais j'essaie de vous faire prendre des précautions. Essayez, mais vous n'êtes pas... Attention, il y a l'orgueil, la vanité et la prétention. Alors là, c'est grave, hein, parce que ceux qui font ça, la plupart, ils croient qu'ils sont orgueilleux. Ah oui, bon. Prétentieux, ils savent tout. Ils savent rien, mais ils savent tout. Et en plus de ça, ils sont vaniteux parce qu'ils ont le meilleur, ils ont fait le meilleur boulot possible. Mais il y en a très peu, hein, je vous signale. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Mais enfin bon, ils le croient. Bon, c'est comme ça. C'est la vie, c'est les humains comme ça. Bon, mais si on redevient un petit peu plus sur Terre et qu'on écoute ce que je vous dis, mais vous avez le droit de dire tout à fait l'inverse de ce que je vous dis. Donc, moi, je n'en fais pas un orgueil démesuré. Je m'en fous. Je suis ni orgueilleux, ni vaniteux, ni prétentieux. J'essaie même de vous apprendre à être prudent. Et j'essaie de vous apporter des qualités de travail. Si vous ne voulez pas les écouter, vous ne les écoutez pas. Mais et vous pouvez me combattre hein, en me disant que je dis n'importe quoi, en me prouvant quand même. Il faudra me prouver un petit peu que j'ai tort. Donc, pour en revenir à la crépine. Bon, la crépine, quand on a déterminé l'endroit où se trouve la veine, que l'on a les dimensions de la veine et que l'on a son épaisseur, eh bien, à partir de là, on fabrique une crépine en fonction de l'épaisseur
parce que ce qu'il faut, alors, comment ils font les crépines dans le commerce? J'ai été les voir, évidemment, pour essayer de leur apporter des éléments pour qu'ils essaient d'améliorer. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas le nombre de crépines du commerce que j'ai sorties de terre et que j'ai analysées. J'ai autopsié toutes les crépines du commerce que j'ai sorties du sol. Autopsié. Bon, ça m'intéresse, bien sûr. J'ai un microscope, je suis bien outillé, et puis, bon, j'ai la compréhension, j'ai la connaissance. Bon, pas toute la connaissance, toute la compréhension, mais suffisamment pour faire une autopsie de crépines. Les crépines du commerce. Arrêtez-moi, les gens, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Quand ils ont eu l'idée de faire des crépines après les pusatiers. Les pusatiers qui commandaient, rappelez-vous, la crépine à l'artisan qui les fabriquait. Il leur disait, tu me feras une crépine de 80, voilà, de 80 cm, parce que c'est pas une question de hauteur, une crépine. C'est une question de qualité. Si on l'a fait, parce que, je vais vous expliquer tout à l'heure les débits des crépines. On va y venir à ça. C'est très intéressant. Alors, donc les anciens demandaient à faire une crépine en cuivre. Donc, ils avaient des burins spéciaux pour faire les striures dans la crépine, qui est totalement différente. Alors, pour certains qui m'écoutent, ils vont dire, qu'est-ce qu'il va nous raconter? On fait des trous différents? Eh bien oui, oui. Que vous le vouliez ou non, ils sont complètement différents. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les secrets. Pas trop, mais un peu. Quand les pusatiers ont disparu, ceux qui faisaient les crépines ont disparu, évidemment, bien sûr. Donc, il y en a eu qui se sont dit, chouette, il y a un créneau à prendre. Et puis en même temps, je vois mon ami Nicolas qui absorbe tout ce que je lui dis parce qu'il apprend lui aussi en même temps. Hein, pas vrai, Nicolas? Bien sûr. Alors, bon. Après c'est toujours, comment dire, l'intérêt aussi, c'est que bon, il y a la théorie et c'est vrai que j'allais dire la pratique ou en tout cas le visuel. Et c'est pour ça qu'après la fin de votre explication, Isidore, on essaiera sur des petites vidéos YouTube que j'ai trouvées comme ça de 2-3 minutes, montrer un petit peu la différence parce que ne serait-ce que le forage et le puisatier, on voit déjà la différence de matériel, d'infrastructure, et même, j'allais dire, le déploiement des moyens pour aller pomper l'eau qui n'a rien à voir entre le côté authentique et plus industriel. Et je pense que c'est ça aussi dont les gens ont besoin, c'est de comprendre un petit peu pourquoi il est vital d'ailleurs de réhabiliter le métier de puisatier, en tout cas cette activité, parce qu'on voit bien à quel point finalement cette activité qui a progressivement disparu depuis 50 ans au moins, même 55 ans, j'allais dire, depuis 70 à peu près, eh bien, il faut le remettre au goût du jour. Et ça, pour reprendre ce qu'on disait dans les autres émissions, c'est que on voit non seulement qu'il y a 8 à 10 millions de puits abandonnés en France, ce qui est colossal pour une population de 70 millions, grosso modo. Donc, ça fait, j'allais dire, 7 personnes par puits, pour donner un ordre d'idée, 6 à 7. Et surtout que on a la possibilité de s'émanciper. Donc ça, c'est une des solutions aux nombreuses questions que les gens posent d'habitude sur quelle est la solution par rapport à tel problème, etc. C'est pour ça que j'ai ressorti aussi l'ouvrage d'Anne-Marie Niagelesen que j'ai reçu il y a quelques mois sur les carrés en potager, parce que sur 12 mètres carrés de potager, on peut faire de l'autonomie alimentaire. Et donc, je pense que ça va de pair aussi avec l'eau du puisatier. Quelle bonne blague! Voilà. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que la nouvelle génération qui vient, qui est biberonnée à TikTok, à Internet, aux écrans, etc., elle doit aussi, par l'aval des parents, des grands-parents et par nous, collectivement, eh bien, être remis aussi sur un chemin de passeur, de transmission. Parce que Isidore, vous, moi et d'autres, on n'est pas éternels.
Et donc, si cette transmission disparaît, puisqu'elle a déjà disparu au cours des années 70, etc., avec la fin du puisatier, si là, vous faites partie des derniers puisatiers de France, c'est pas un hasard, c'est que le moment est venu de remettre à l'ouvrage et de faire rejaillir, j'allais dire, l'eau du puisatier. Voilà, Je suis là pour ça. absolument. Et je m'adonne au maximum à essayer je vous engage à rectifier toutes les croyances. Parce que alors, les croyances moyenâgeuses sur les puits et les coutumes, c'est monstrueux. Mais bon, c'est comme ça. Enfin bon. Alors, j'ai été voir les constructeurs, les créateurs de crépines. Parce que pour eux, ce sont des citadins, ils n'ont jamais mis les pieds avec des bottes, ils n'ont jamais été sur le terrain. La plupart, hein, la plupart. Ceux que je connais, c'est comme ça. Hein. Quand ils m'ont reçu comme des seigneurs. Hein. Et ils m'ont dit, ils m'ont pas dit, bien sûr. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous venez, vous le cutéreux, là, nous emmerder? Vous voulez nous apprendre à nous à faire des crépines alors qu'on en fait 600 par jour? Hein, vous voulez nous. Vous êtes bien gentils, mais nous, on est des commerçants. On fait des crépines pour les vendre. Si vous dites que ça ne va pas toujours, eh bien, si ça ne va pas toujours, eh bien, ils ont qu'à changer, on leur en vendra d'autres. Et puis voilà, c'est ça le commerce. Malheureusement, c'est ça. Eux, ils n'ont pas le sentiment de. C'est normal que je reçois des. Oui, oui. C'est normal, je viens de partager l'écran, mais terminez votre propos parce que comme ça, je passerai une vidéo ensuite de la différence entre un forage d'un puits artésien et notamment en Dordogne, le puits artésien de Bontemps transformé en geyser. Comme ça, on verra la différence Ah oui, sur mais le ça, c'est la méthode. encore un type de puits complètement différent. Alors, Alors, venez-y. bon, Allez-y. on va y arriver au puits artésien, hein, on va y Oui, oui. arriver. Là aussi, c'est un peu particulier. Donc, les marchands de crépines, ils fabriquent les crépines comme des filtres, puisqu'il faut le maximum d'eau pour un minimum de sable. Et ils ont pensé à faire ça comme des filtres. Alors, il y a des différents filtres. Il y a des filtres en PVC, il y a des filtres en, comment dirais-je, en inox, bien sûr, parce que ça ne rouille pas. Alors, bon, c'est plus cher, mais bon, regarde pas le prix. Alors, il y a des dimensions, parce que quand ils les font en PVC, 1 mètre de crépine a un certain débit. Voilà. Donc, comment dirais-je, la veine a la moitié du débit, il faudrait couper la moitié de la crépine. Alors, les gens, c'est 1 mètre. Ils les vendent par 1 mètre. Alors, 1 mètre, en 63, c'est 2 mètres cubes. Si vous avez 4 mètres cubes, eh bien, il faut en mettre 2. Mais si vous avez une veine qui fait 80 cm d'épaisseur sur 5-6 mètres de large, eh bien, vous allez avoir votre crépine qui va dépasser de la veine. Donc, vous allez puiser la moitié dans la nappe phréatique et l'autre moitié dans la veine. Vous vous rendez compte? Alors que le puisatier aura calculé l'épaisseur de la veine et commandé une crépine de 40 cm. Alors, on va parler maintenant un petit peu plus technique, un peu plus. Pas trop, mais un peu plus. Les tubes. Un tube, il y a un débit dans un tube. Alors, on appelle ça de Collebrock, mince, ça y est, j'ai perdu le mot. Alors, il y a une méthode, dans un tube, un tube d'un certain diamètre va passer un volume d'eau. Alors, ne confondons pas, parce qu'il y a des gens qui disent, s'il n'y a pas assez de volume, on n'a qu'à mettre plus de pression, comme ça, on n'aura plus de volume. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Les volumes et les débits, c'est deux choses totalement à l'opposé. Mais les gens le croient. Ils croient qu'en faisant un peu plus de pression, on aura un peu plus d'eau. Non. Donc, il faut se mettre dans le débit. Si vous avez un tube de 63, eh bien, il va vous passer, mettons, 40 mètres cubes à l'heure. 40 mètres plus, mais enfin, mettons 40 mètres cubes à l'heure dans un tube de 63 mm. Et vous allez puiser dans une veine qui fait 3 mètres cubes. Mais vous vous rendez compte, votre tube est surdimensionné. Réfléchissez un peu. Il est surdimensionné. Donc, il vous faut faire une crépine toute petite, mais elle est suffisamment. Le tube, c'est pas parce que vous allez avoir un tube plus important que vous allez avoir plus d'eau. Sauf dans les puits qui font 80 cm et 1,20 m, parce que les veines sont faibles. Elles sont faibles en débit. Toutes les veines ont des débits. Il y a des débits importants, il y a des débits faibles. Plus le débit est faible, plus le diamètre du puits sera important pour avoir de la réserve. Bon, dans les puits où il y a un peu plus de débit, on peut diminuer la grosseur et on peut faire un puits foré, pas un forage, mais un puits foré, et où on va s'arrêter au milieu et au centre de la veine, qui va avoir une dimension, mettons, de 4 ou 5 mètres de largeur, et sur 80 cm ou 1,20 m de hauteur, d'épaisseur. Donc, c'est à l'intérieur de la veine qu'on va calculer la crépine. Donc, comme nous la fabriquons avec des lames en tungstène qui ont une forme, je vous le dis gentiment, qui a une forme triangulaire. Mais attention, là, c'est un petit secret quand même. Hein. Vous pouvez, faire des formes triangulaires pour faire des crépines, mais ça ne marchera pas, parce qu'il y a une triangulation un peu spéciale. Il y a une technique particulière, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Et j'allais dire, vaut mieux faire appel aux amis des puits dans ces cas-là. Ah là là. Comme d'habitude, on connaît le principe. Il y a le site internet, il y a le numéro de téléphone, tout est en lien de la description. Et pour éviter, si vous avez un doute et que vous n'êtes pas du milieu, faites appel à Isidore ou aux amis des puits en matière générale pour avoir des conseils. Comme ça, vaut mieux faire appel à Isidore et patienter le temps qu'il vous réponde plutôt que de se lancer bille en tête dans un projet, ne serait-ce que pour les crépines, et de rater, de baisser les bras et de se dire finalement je ne suis pas fait pour ça, et puis d'abandonner. Voilà, c'est mieux de faire les choses dans l'ordre. Ouais. Donc c'est pour ça, encore une fois, tout est en lien de la description. Le petit livre aussi, parce que le petit bouquin qui fait 120 pages à tout casser, on a ça. Et avant de parler un petit peu, notamment de l'eau ferrugineuse, on pense bien sûr à Bourvil à chaque fois, oui. Eh bien, on va faire une petite pause vidéo. Imaginez un instant un smartphone avec un appareil photo pro qui utilise l'IA pour vous aider à prendre des photos. Navigateur Opéra. Comme un pro. Ça évite les pubs. Osez demander plus à votre smartphone. Google Pixel 10. Tout commence avec l'arrivée de la foreuse sur le terrain. Une fois la foreuse positionnée à l'endroit où le puits sera aménagé, le technicien procède à l'enlignement du camion de service avec la foreuse et s'assure de bien l'ancrer pour le stabiliser et de le mettre à niveau. Ensuite, le technicien lève le mât de forage et amène le trépan de forage pour l'attacher à celui-ci. Il fixe les deux parties ensemble en les vissant.
Il peut maintenant démarrer la pompe hydraulique et commencer le forage. Le technicien doit ajouter des barres de forage afin de se rendre plus loin dans le sol. On peut d'ailleurs voir différents types de sols sortir de la zone de forage selon les couches de sol atteintes par le mât. À cette étape, le technicien doit installer le joint de raccordement pour fixer le tuyau au roc. On le voit ici souder des bouts de tuyaux ensemble afin d'atteindre la longueur nécessaire pour se rendre à la couche de roche. Une fois le roc atteint, le tuyau n'est plus nécessaire. C'est le tunnel foré dans le roc qui sert de tuyau. À cette étape, le technicien descend le casing pour fabriquer la collerette de béton qui entourera le tuyau. Une collerette de béton est nécessaire lorsque le champ d'épuration et la fosse septique se trouvent à moins de 100 pieds du puits, afin de s'assurer que l'eau ne pourra pas être contaminée. Une fois le casing bien installé, il le taille à la bonne hauteur. Il peut maintenant remplir le casing avec la bentonite, un mélange de charbon et de béton. La bentonite va entourer le tuyau du puits. Lorsque cette tâche est complétée, il peut retirer le casing pour laisser seulement la bentonite. Lorsque les veines d'eau rencontrées ne sont pas assez importantes et qu'une profondeur critique est atteinte, l'équipe doit procéder à l'hydrofracturation. Cette technique permet d'écarter les veines d'eau. Les techniciens entrent la lance d'hydrofracturation, connectent le boyau pour apporter l'eau et la pompe à frac. Ils peuvent maintenant descendre la lance et raccorder le boyau d'eau au camion de service. Il est aussi important d'activer la pompe pour vidanger l'eau et éviter d'inonder le terrain. À ce moment, l'équipe est prête à visser le mât de forage sur la lance et à activer la pompe à frac. Ainsi débuter l'hydrofracturation. Après avoir fait les tests de pompage et voyant que le débit d'eau est suffisant, l'équipe peut quitter le terrain. À cette étape, il ne reste qu'à installer la pompe. Est-ce que vous avez un commentaire à faire, Isidore? Ah oui, j'ai failli dire c'est grave. Il n'existe pas, Nicolas, il n'existe pas dans le monde entier un puits artésien avec une pompe. Alors, je répète bien pour qu'on écoute, on entende bien dans les oreilles. Il n'existe pas sur la planète un puits artésien qui est pompé artificiellement. Ça n'existe pas. Mais n'hésitez pas à me contredire. Un puits artésien, il fonctionne comment? Il fonctionne parce qu'il existe dans le sous-sol une nappe dite prisonnière. Alors, je répète pour qu'on entende bien. C'est une nappe dite prisonnière. Si elle est prisonnière, ce qui veut dire qu'elle est encadrée ou enrobée de quelque chose dont l'eau ne passe pas. C'est-à-dire que l'eau qu'il y a dans cette masse d'eau ne se mélange pas avec l'autre. Parce qu'elle est dans une gangue imperméable, ou roche, ou argile, ou tourbe. Alors, je répète bien, la nappe prisonnière est enrobée dans dans des choses imperméables. Donc, si, comme les montagnes sont plus hautes et que les montagnes font couler de l'eau dans cette nappe prisonnière, elle commence à prendre de la pression par obligation. Pourquoi? Parce que les montagnes, c'est beaucoup plus haut. C'est exactement le même principe qu'un château d'eau. Un château d'eau, c'est un monument haut et qui a de l'eau dedans, et par gravité, l'eau descend, va dans le bas. Et quand on ouvre le robinet du bas du château d'eau, la première eau remonte comme un geyser à la même hauteur que l'eau des vases communicants. Bon, eh bien, les puits artésiens
sont tous pareils. Là, ils n'ont pas fait un puits artésien. Ah non, pas du tout. Et d'ailleurs, sur Internet, quand je tape puits artésien, les 3/4 des vidéos sont des forages présentés. Donc il y a aussi une sorte d'orientation, entre guillemets, idéologique, sur le fait que le forage, c'est la méthode classique, normale, banalisée, au détriment de l'authenticité du puits artésien. Ça, c'est bien dit. Voilà, moi, c'est ce que je constate. Et c'est pour ça que je voulais faire le test avec vous dans cette émission. Là, le seul truc où je trouve qui sort un peu de l'ordinaire, c'est creuser un puits à la main. C'est de l'autosuffisance. Alors, si vous voulez, on va regarder ça dure 5 minutes, mais c'est pour faire l'antithèse. C'est parti. Allez-y. Et en plus, c'est rentable de 2 commandes par mois. Alors bon. Voici le nouveau PC d'Alia avec Intel Inside. Il démultiplie vos étapes. Pour commencer cette histoire, il faut revenir en 2019, au moment où on fait notre première saison au potager, et pour arroser les plantes, on décide d'utiliser l'eau du puits qui est déjà sur notre terrain, mais plus on avance dans l'été, moins il y a d'eau dans le puits, jusqu'au mois de juillet où il finit par tomber complètement à sec. Du coup, pour récupérer un peu en profondeur, on a fait appel à une société spécialisée pour curer le puits et enlever toute la boue qui s'était accumulée au fond depuis des années. Sauf qu'en faisant ça, on s'est rendu compte que les anciens propriétaires avaient utilisé le puits comme déchetterie en jetant tout leur reste de chantier. Donc malgré cette intervention, il restait trop de choses au fond pour qu'on puisse le récupérer. Donc pour que les plantes ne meurent pas de soif, on a utilisé l'eau de pluie qu'on avait pu stocker dans ces tonnes à eau, et pour la fin de saison, on a terminé avec l'eau du réseau. Du coup, après ce petit échec, on a mis le projet de côté pendant pratiquement 2 ans, et en juin 2021, on s'est dit qu'on allait repartir de zéro et creuser un nouveau puits. Et pour ça, la première étape a été de faire venir un sourcier pour qu'il nous indique où et à quelle profondeur on allait devoir creuser. Et forcément, en le voyant faire, ça nous a donné envie d'essayer. Alors il existe plusieurs méthodes, mais le principe de celle-ci, c'est que quand on passe au-dessus d'une source en pensant à de l'eau, les baguettes se ferment toutes seules. Et ça marche pas forcément avec tout le monde, mais apparemment, Isa est dotée de ce super pouvoir. Pour faire le forage, à la base, on voulait faire venir une entreprise, mais quand on a su que Noël, un habitant de la commune, les faisait lui-même à la main, on s'est dit que ce serait beaucoup plus cool de le faire comme ça. Et pour trouver de l'eau, il a une méthode un peu différente qui consiste à utiliser une baguette en noisetier qui pointe vers le bas dès qu'il y a une source en dessous de lui. Une fois avoir déterminé où le forage devait être fait, on a commencé à creuser. Donc la technique est assez simple, on enfonce la tarière en la tournant dans le sol, on enlève la terre au fur et à mesure et on recommence. Et pour que la tarière s'enfonce bien, il y en avait un de nous qui s'asseyait dessus pour nous aider avec son poids. On a mérité au moins 2 tours au moins, nous. Alors j'avais demandé à quelques potes de venir nous aider et heureusement parce que c'était quand même assez physique. Alors la partie où on creusait ça encore ça allait, par contre c'était pour remonter la terre que c'était un peu plus compliqué parce que plus on descendait, plus on devait rajouter des rallonges à la tarière, ce qui forcément alourdissait l'outil. Ça va ? Ok. Là on passe sur autre chose comme texture. Hein. Ouais. Et 5 heures après avoir commencé à creuser, on a enfin atteint l'objectif. Alors il nous restait encore un peu à creuser parce qu'on a commencé à avoir de l'eau à 4 mètres, mais au final on est allé jusqu'à 6 mètres pour être sûr de bien être dans la veine. Et pour comparaison, l'ancien puits, lui, ne descendait qu'à 3,50 m, donc avec ça, j'espère qu'on sera tranquille. Pendant ce temps-là, Noël a préparé le tuyau en PVC qui empêchera les éboulements, et pour que l'eau puisse quand même passer, il a fait des petites saignées sur toute la longueur. Franchement, après tous ces efforts, c'était vraiment satisfaisant de voir l'eau couler. Mais c'était pas encore tout à fait terminé parce que pour éviter qu'il y ait des trucs qui tombent dans le trou, le lendemain avec Pablo, on a installé un regard autour du puits.
Alors on était curieux de savoir combien ça nous aurait coûté de faire appel à une société et on a reçu un devis à 3 200 € alors que là ça nous a juste coûté un tuyau en PVC et quelques bières. Donc au final je pense que ça valait bien les petites courbatures du lendemain. Alors la prochaine étape, ça va être d'installer une pompe juste à côté et faire un petit abri pour la protéger. Mais ça, on va pas le voir tout de suite parce qu'il faut qu'on avance un peu sur la maison. Donc abonnez-vous pour ne pas rater ce qui va suivre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Voilà. C'est lamentable. Ah ouais? C'est pas lamentable de voir ces gens-là travailler, bien sûr. Mais ils ont fait ni un puits, ni un forage. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, on ne peut pas faire plus mauvais. C'est l'exemple même du plus mauvais. Ils n'ont même pas déterminé où était le sourcier à déterminer un point. Il n'a pas dit d'où arrivait l'eau, d'où elle partait. Oui, en fait, il a cherché avec sa baguette l'endroit où il pouvait creuser un trou. Mais Nicolas, soyez intelligent. Pardon, je n'ai pas voulu dire soyez intelligent. Non, mais non, ce que j'ai constaté en vidéo, c'est le sourcier, il y a la baguette qui s'est retournée contre lui ou vers la terre. Mais l'eau, elle n'est pas là, Nicolas, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. C'est du verbe naître. L'eau, elle n'est pas là, oui, elle n'est pas issue de là, oui, bien sûr. Oui. Non, mais ce que j'ai vu dans la vidéo, j'ai pas dit que c'était bien, attention. Hein. Je sais pas si vous voyez. Non, mais c'est vrai que, en fait, par rapport à ce que vous nous expliquiez, moi, ce qui me surprend, c'est il voit par rapport à la baguette. Déjà, je repensais à ce que vous disiez sur les baguettes, comme quoi c'était pas une science exacte, déjà. Non. Deuxième chose, il voit que c'est l'endroit, donc il creuse. Oui. Donc c'est assez binaire comme principe. Oui. Et puis l'histoire de la veine, là je me suis dit qu'est-ce que va dire Isidore, parce que en fait, il voit qu'il y a de l'eau, et puis finalement il creuse à 6 mètres au lieu de 4. Donc c'est un peu au doigt mouillé qu'ils ont fait ça, j'ai l'impression. Ah, mais à 100%. Voilà. À 100%. Ils n'ont même pas déterminé. Ils n'ont même pas déterminé avec exactitude où était la veine. Ils ont supposé qu'ils étaient dans la veine. C'est ce que j'ai constaté aussi. C'est pour ça, c'était pas pour avaliser ce qui avait été fait, mais par rapport à ce que vous nous avez enseigné et transmis, je me suis dit c'est de l'impro, quoi. C'est amateur, c'est normal. Alors certes, ils ont peut-être économisé 3 200 € pour quelques courbatures, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque dans quelques années que Alors, qu'est-ce qui va arriver? Étant donné qu'ils sont dans la nappe phréatique, ils sont complètement dans la nappe phréatique. Ils vont mélanger les eaux, en fait. Alors, pire, parce qu'il y a un pire dans l'affaire, ils vont déjà mélanger les eaux, 75 000 € d'amende, 5 ans de prison pour rigoler. Ensuite, ils ont fait une crépine désastreuse, je vais vous l'expliquer pourquoi, et de n'importe quelle longueur, en espérant qu'en ayant une crépine la plus grande possible, ils vont avoir le plus d'eau possible. Pourquoi? Parce que la veine, si elle existe à cet endroit-là, elle a des dimensions, Nicolas. Nicolas, la veine a des dimensions. Elle a une largeur, elle a une épaisseur et elle repose sur une partie dure. Nicolas. Vous remarquerez, Isidore, que dans la vidéo, il parle d'un sourcier, mais pas du tout d'un puisatier. Donc, ils n'ont pas fait appel à un professionnel du puits. Mais ça n'existe pas. Oui. Ça n'existe pas. Il se croit peut-être professionnel d'un puits. Il n'a jamais fait un puits de sa vie. Il a fait des trous comme ça. Et il se croit puisatier parce qu'il a fait des trous comme ça. Je ne l'insulte pas, ce brave homme. Mais je l'invite à me rencontrer et à parler avec moi. Bon, évidemment, si j'ai une discussion avec, ça va quand même les ennuyer parce qu'il y a un côté, je ne sais pas comment on dit,
la personne a sa susceptibilité. Si je commence à lui dire, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut faire. Ah oui, mais montrez-moi, vous qui savez. J'entends ça, moi. Combien de fois j'ai entendu. Après, ils sont tout penauds parce qu'ils s'aperçoivent qu'en fin de compte, il y a un peu plus d'humilité dans la mesure où ils se rendent compte que c'est vrai qu'à la fin, ils disent, excusez-moi, mais je croyais que je pensais avoir raison. C'est pas moi qui ai raison, Nicolas. Ce n'est pas moi. C'est la technique qui a raison. Ouais. Moi, je ne suis rien. Je suis ni orgueilleux, ni vaniteux, ni prétentieux. Mais c'était bien au moins de voir les deux vidéos pour voir un peu ce qui se fait. Ah là là. Non, mais j'allais dire, là, c'est un cas pratique, même 2 cas pratiques où on voit ce qu'il ne faut pas faire. Le premier, c'est pas du tout un puits artésien. Mais alors. Mais d'ailleurs, ça a été dit dans la vidéo, hein, c'est un forage. Donc, je tape puits artésien. Non, mais c'est ça qui est intéressant dans les recherches sur Internet. Et c'est là qu'on voit aussi que l'association Les Amis des Puits a raison d'exister parce que. Ah oui, oui. En réalité, voilà. Là, on va réveiller du monde. Hein. Bah, c'est ça. Et en fait, vous tapez puits artésien sur YouTube, les 3/4 des vidéos, c'est pas des puits artésiens. Non. Ce sont des forages. Donc déjà, on voit que c'est vicié. Voilà. C'est ça. Et justement, après, on va passer à l'eau ferrugineuse. Avant de se quitter. J'ai pas terminé sur les crépines. Oui, je sais, justement, on va terminer sur les crépines aussi. Mais voilà, on a tout ça. Et donc, on voit bien que déjà, ça incite les gens à faire des erreurs. Alors, on va terminer sur les crépines, justement. Oui. Alors, vous avez vu comment ils faisaient les crépines à la meuleuse. C'est-à-dire, alors, Nicolas, on va en parler tous les deux, entre Nicolas Bouvier et moi, déjà. Vous avez vu, dans le film, ils prennent une meuleuse qui a une certaine épaisseur. Alors qu'une crépine du commerce, c'est quelques dixièmes. La fente, c'est quelques dixièmes. Là, ils les font presque de 5 mm. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, l'eau qu'il y a en bas de la nappe phréatique, elle est mélangée avec du sable et de l'argile. Donc, c'est l'eau qui va rentrer, quand ils vont pomper, l'eau et l'argile vont rentrer dans la crépine, dans le tube. Et en fait, le filtre ne sera pas assez suffisant et ça va absorber même entre guillemets, les déchets. Non, n'allez pas trop vite. Ne faites pas des déductions trop rapides, gentiment. Au fur et à mesure que l'eau boueuse va rentrer, il va y avoir une certaine décantation. Donc, la décantation va augmenter à chaque fois qu'ils vont pomper. Mais il arrive un moment où les matières organiques, le sable, va se déposer au fond de la crépine. Et ça va remonter. Et ça va boucher obligatoirement les stries qu'ils ont faites à la meuleuse. Ça va dépasser. Parce que ça continue à monter, le sable. Le sable, il va monter au moins sur 3 mètres. Ce qui veut dire qu'ils vont limiter le débit. Eh bien, comme le débit, Nicolas, le débit de la nappe phréatique est un débit qui est en fonction de la pluviométrie. Donc, s'il ne pleut pas pendant 15 jours, la nappe phréatique va descendre. Et comme ils ne puisent que dans la nappe phréatique, eh bien, ils vont avoir moins d'eau. Mais en plus de ça, le sable remonte dans le tube et bouche les ouvertures qu'ils ont fait sur le côté. Et comme le sable va aller par en dessus, eh bien, quand ils vont mettre leur pompe en route, l'eau ne va pas couler suffisamment vite dans le tube qui est déjà plein de sable. Ça va limiter considérablement le débit.
Et comme il y aura moins d'eau, parce que s'il ne pleut pas dans la nappe phréatique, eh bien, dans 15 jours, ben, ils n'ont plus d'eau. Voilà. Et parce qu'ils ont fait, ils ont fait une crépine, on ne peut pas faire plus mal. C'est impossible. Le très mal, c'est la scie à métaux. Il y en a qui le font avec des scies à métaux. Bon, ça, c'est déjà catastrophique. Mais avec une meuleuse, ça va au-delà. Ça va au-delà. Parce que tout rentre. Vous vous rendez compte à quelle vitesse, quand la pompe fait de la dépression, toute la boue qui rentre, elle décante. Elle décante et au fur et à mesure, ça s'amoncelle au fond de la crépine. Parce que la crépine, elle a un fond. Je ne sais pas, moi, pour moi, ça parle, mais pour vous, Nicolas. Oui, mais bien sûr. Voilà, c'est d'une logique implacable. C'est pour ça, encore une fois, je rappelle aux spectateurs qu'il est préférable de contacter les amis des puits, vaut mieux, oui. regarder le site internet avec des gens qui s'y connaissent depuis plusieurs décennies d'ailleurs, que de faire, j'allais dire, entre guillemets, le bricolier du dimanche. Hein. C'est pas pour critiquer ou juger ce qui est fait par certains, mais voilà, certains pensent bien faire et faire des économies, mais au final, si c'est pour finir avec des amendes et des peines de prison ou encore… Non, mais pour l'instant, il n'y a pas de contrôle. Non, mais je veux dire, sans aller jusque-là, sans les contrôles, mais avec la pollution de l'eau, etc. Voilà, c'est important. Après, on a la question de l'eau ferrugineuse. Alors là, c'est encore un autre domaine. Page vous voulez 56. Pas qu'on termine pour les crépines? Ah, vous n'avez pas fini on terminera pour la prochaine émission. Non, mais allez-y pour les crépines. Si vous oui, les crépines, c'est… Alors, la crépine, c'est complètement différent des crépines du commerce. Eux, ils ont fait encore plus mauvais que le commerce. Il faut le faire. Bon, mais eux, dans leur esprit, ils ont fait du bon boulot. Et je ne peux pas leur dire que ce sont des gens minables, que ce sont des gens… Non, ce sont des braves gens qui ont cru bien faire, avec des gens qui croyaient bien faire aussi. Mais bon, ils peuvent me dire, oui, mais on a de l'eau. Oui, bon, il y a de l'eau. Mais bon, s'ils veulent de l'eau, d'abord, c'est une très mauvaise eau pour arroser. Alors, j'explique. Je vais expliquer un peu. Il y a des gens qui me disent, oui, mais j'arrose à l'eau de pluie. D'accord. Bon, l'eau de pluie, c'est une eau théoriquement neutre. Bon, alors, avec une eau neutre, on arrose avec une eau neutre. Mais par contre, il faut penser à une chose. Les plantes, ce n'est pas des trucs complètement stupides ni rien. Ça vit. C'est du vivant. Et les radicelles et les racines, elles puisent dans ce qui est nécessaire pour la vie de la plante. Et les plantes, il y a des plantes qui vivent comme ça, et d'autres comme ça, et d'autres comme ça. C'est différent. Elles ont les mêmes racines, les mêmes ramures, c'est toujours pareil, mais les racines de certains arbres ou de certaines plantes ont besoin de plus de phosphore, plus de fer, plus de matières différentes. Donc l'eau d'un puits est minéralisée. Bon, elle est minéralisée. L'eau des puits est toujours minéralisée. Parce que l'eau des puits qui coule du Massif central ou des Pyrénées, quand il y a des stations, comment dirais-je, de thérapie, pour la thérapie, tout ça, ces eaux ont aidez-moi Nicolas, ces eaux ont des, comment dirais-je, des pouvoirs, c'est-à-dire elles ont des matières à l'intérieur, des nutriments, enfin bon, elles ont… Oui, des vertus en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Bon, mais, donc, quand les plantes sont arrosées avec l'eau, et ça a été déjà constaté dans les laboratoires, quand l'eau des puits coule et on arrose les plantes ont une meilleure réaction
qu'avec l'eau du robinet, qui est une eau fabriquée, artificielle, et l'eau de la pluie, qui est neutre. Donc, il vaut mieux une eau qui est d'eau d'un puits, qui est naturellement avec des nutriments différents, alors que l'eau de la nappe phréatique, c'est une eau... l'eau de la nappe phréatique est un bouillon de culture. Dans la terre, tout se détruit, tout se transforme, tout. Bien sûr. C'est un intestin humain. Donc l'eau, quand elle coule dans l'intestin humain du sous-sol, eh ben, elle devient bouillon de culture. Mais il faut me dire le contraire. Moi, je veux bien qu'on me dise le contraire. Mais donc, et si dans les veines, comme si l'eau se mélangeait, il n'existerait pas de veines. Il n'existerait même pas de sourcier, ça ne servirait à rien. Donc les veines, on peut me dire qu'elles n'existent pas. On a fait des milliards de puits dans les veines. Pas deux ou trois puits. On en a fait des milliards. Depuis que la Terre existe, qu'on a puisé l'eau, on n'a pas fait des puits au hasard. Il n'existe aucun puits sur la planète fait au hasard. Est-ce que vous voyez une civilisation faire des puits au hasard et s'empoisonner? Moi, je n'en connais pas. Donc, quand on faisait des puits au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, bon, jusqu'à la fin des années 50, on ne faisait pas des puits pour rigoler. Un puits, c'était cher. Il fallait une équipe pour le faire. Et donc, on faisait passer un sourcier, ou des fois deux, et ensuite, on faisait le puits, on s'arrêtait au centimètre près, et on faisait des ouvertures pour faire passer l'eau d'un côté et de l'autre, et puis monter au vase communicant pour avoir de l'eau. Moins il y avait de débit, plus le diamètre du puits était important pour avoir le plus de réserves possible. Ce que je dis, c'est on ne peut pas dire plus simple. Il n'y a rien de compliqué pour faire un puits, en fin de compte. Il faut des bras, et puis faire descendre au bon endroit et s'arrêter au bon endroit. Ça s'arrête là. C'est tout. Et ça s'est fait pendant... Il y a eu des milliards de puits sur la planète. Il n'y en a pas eu un de mauvais. À quoi ça servait de faire un mauvais puits? Les gens, ils n'étaient pas barjots à l'époque. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et donc, ils n'allaient pas faire des puits pour... S'il y avait une famille qui mourait parce que le puits était mauvais, c'est qu'il avait été empoisonné la veille, mais artificiellement. Parce que les eaux du dessus ne se mélangent jamais avec les eaux des veines des puits. Même en Bretagne, il y a des bons puits. Je le sais parce que les gens me téléphonent de Bretagne en me disant « j'ai de la bonne eau ». Mais à côté, tous les champs sont remplis de produits artificiels ou d'engrais, ainsi de suite. Et pourtant, les puits, la majeure partie des puits en Bretagne, bon, il y en a certains qui vont me téléphoner en me disant que j'ai tort, parce qu'il y a des endroits, c'est vrai qu'artificiellement, ils ont fait des travaux tels qu'ils ont mélangé les eaux du dessus avec les eaux du dessous. Ça, c'est le mélange des nappes qui est interdit. 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Je ne fais que le dire. Donc, c'est à tout le monde d'être le gardien et le garant de nos eaux. Et comme je disais à Nicolas, il y a 10 millions de puits à réhabiliter. Tant que l'État ne nous a pas mis des putains de lois pour essayer de nous interdire à toucher à cette eau, faisons-le. Qu'est-ce qu'ils vont faire contre 10 millions de familles? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la révolution à l'Assemblée nationale contre 10 millions d'individus qui sont contre, et en plus contre, et pas un mauvais contre, un contre la vie. L'eau, c'est la vie. Hein. Absolument. Et puis ceux qui sont à l'Assemblée nationale, ils boivent de l'eau aussi.
Eh oui. Donc sur les crépines, on a dit l'essentiel? Non. Les crépines, c'est encore un petit peu plus long. Les crépines, c'est quoi? C'est alors autrefois, on faisait ça dans du cuivre. Maintenant, on les fait dans du PVC. Alors, ceux qui font ça, ils font ça au laser. Alors, ils se disent dans leur tête, plus on va faire des marques fines, moins le sable va passer. Oui, mais moins le sable passe, mais moins l'eau passe aussi. Parce qu'un filtre, le débit d'un filtre est déterminé par sa capacité de filtre. Plus un filtre est important, moins il débite. Plus un filtre est important en filtration, moins il débite. Donc, c'est le compromis entre le passage de l'eau et le passage du sable. C'est pour ça que les anciens le faisaient en triangle. Mais attention les enfants, pas n'importe quel triangle. Eh oui. Alors ne vous amusez pas à dire « Ah ouais, mais Isidore nous a donné un secret ». Non, c'est pas ça le secret. C'est le secret du triangle. Alors là, avant que vous le trouviez, celui-là, c'est pas demain la veille. Mais ça, je ne vous le dirai pas. Hein, parce que, bon, moi, comment dirais-je, les anciens, ils m'ont dit, c'est notre secret à nous. Bon, alors je ne vais pas dévoiler le secret des anciens. Bon, moi, je l'ai appris parce qu'à force de déduction, parce qu'ils ne me l'ont pas. Ils ne me l'ont pas transmis, bien sûr. Ils ne me l'ont pas transmis. C'est moi qui en ai fait des crépines derrière. Et jusqu'à ce que j'ai trouvé. Mais maintenant, je sais comment on fait. Mais avant de savoir, je ne savais pas. Alors, j'ai copié sur les crépines qui dataient de 1700 et quelques, c'est pour vous dire. Ah oui. Bon, voilà. Alors, donc, il y a crépines, crépines et crépines. Il y a les crépines anciennes qui étaient en cuivre, mais elles avaient un défaut. C'était l'électrolyse. Quand une crépine en cuivre est dans le sous-sol, il y a un effet électrolytique qui se passe. Et l'effet électrolytique fait que ça désagrège progressivement le cuivre de la crépine. C'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus fine et elle laisse passer, les ouvertures sont de plus en plus importantes et elle laisse passer le sable. Et le sable remonte naturellement dans le tube du puits et quand on fait une aspiration, soit avec une pompe électrique ou une pompe manuelle, ben l'aspiration se fait de moins en moins bien parce que comme le sable est remonté dans le tube, ça limite considérablement le débit. C'est ce qui est arrivé pour les jeunes là qui ont fait leur forage à la tarière. Ils ont mis des gros tubes, oui, mais avec des stries à la meuleuse. Alors, je ne vous dis pas la quantité de sable qui a dû remonter. Je parie qu'à l'heure actuelle, sur leur téléphone, ben, ils vont dire notre puits, il a diminué de moitié ou des 3/4. Bien sûr, ça ne tient pas. En plus, ils ne sont même pas dans la bonne eau. Ils donnent à leurs plantes les plus mauvaises eaux qui existent, c'est-à-dire l'eau de la nappe phréatique. C'est incroyable. Bon, je ne veux pas embêter Nicolas avec mes histoires de crépines. Mais non, vous ne m'embêtez pas. Non, mais c'est vrai que encore une fois, c'est important de passer par des professionnels, des gens qui ont l'habitude et l'expérience, plutôt que pour des raisons économiques essentiellement, parce que c'est surtout pour des raisons économiques, essayer de faire ça soi-même, même si ils ont eu un sourcier, etc. Mais apparemment, bon, ça n'a pas été suffisamment mais Nicolas, même s'ils avaient eu un professionnel, le professionnel n'aurait pas fait mieux qu'eux. Le professionnel, malheureusement, n'aurait pas fait mieux qu'eux. Ils auraient fait peut-être plus vite. Et vous auriez fait quoi, vous ? Pardon ? Vous auriez fait quoi, vous ? Vous rigolez. Et moi, je serais descendu au milieu et au centre de la veine, j'aurais fait une crépine de 40 cm et je prendrais les 2/3 du passage de l'eau. Il n'y a rien de plus simple, Nicolas. Il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple. Il faut s'arrêter au milieu et au centre de la veine.
fabriquer une crépine en fonction de l'épaisseur de la veine. Et ensuite, prendre les 2/3 du passage pour ne pas augmenter par la dépression l'eau qui est au-dessus de la veine qui demande qu'à descendre. Dans la veine, Nicolas, il y a une pression. La pression, elle est compensée par le poids de l'eau qu'il y a au-dessus. Donc, les veines coulent sans se mélanger. Si on fait un trou à l'intérieur, il faut le faire proprement, descendre au milieu sans arriver à la partie dure où repose la veine qui a une dimension. Ensuite, on calcule l'épaisseur de la veine. Ah, ça, c'est difficile. Il faut des années pour y arriver. Ça, je ne discute pas. Quand on a calculé l'épaisseur de la veine, eh bien, on fabrique la crépine en fonction de l'épaisseur. On fabrique la crépine en fonction de l'épaisseur. Si l'épaisseur de la veine fait 1 mètre, on va faire une crépine de 50 cm. On ne va pas faire une crépine de 1 mètre qui va dépasser la veine. Réfléchissez un peu. Gentiment, bien sûr. Très bien. Et on va finir maintenant avec l'eau ferrugineuse. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? L'eau ferrugineuse, comment il disait Bourvil? Ferrugineuse. Ouais. Vous voulez allez, on va se remettre le... C'était pas prévu, mais je vais remettre le sketch de Bourvil sur... comme ça, ça détendra l'atmosphère. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau minérale, de l'eau ferrugineuse. L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer. Le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Bah, petit instant. Oh, ouais. Eh oui, les Raymond DeVos, tout ça, ça a disparu. Ouais. Maintenant, on fait du rap. Alors là, je vais me recevoir une volée de bois vert. Alors, tant qu'ils en profitent pour m'envoyer du courrier. Bon, alors l'eau ferrugineuse, oui, alors l'eau ferrugineuse. Alors, l'eau ferrugineuse, elle n'est pas partout. Il y en a beaucoup, mais pas partout. Alors, elle est surtout dans la partie là où poussent les pins. Alors, je n'engage que moi dans tout ce que je vais vous dire. Alors, je m'attends à des volées de bois vert, là aussi. Mais bon, je vais faire rire beaucoup de monde. Vous allez rire. L'eau ferrugineuse n'est jamais... Alors, quand je dis... Attention, je parle de la région bassin d'Arcachon, c'est-à-dire une partie de la Gironde et une partie des Landes, surtout des Landes. L'eau n'est jamais ferrugineuse en bas. Ce n'est pas parce qu'on pompe de l'eau en bas qu'on va avoir de l'eau ferrugineuse. L'eau ferrugineuse est en haut. Ah, maintenant, pourquoi on la pompe en bas? Ah voilà, tout est là. Alors, Nicolas va apprendre quelque chose. L'eau ferrugineuse est en haut, mais pas en bas. Alors, comment le fer, il arrive à naître? Comment il vient à exister? Eh bien,
les pins n'ont pas de, c'est pas des feuillus. Les pins, ils ont des aiguilles de pin. C'est des épineux. Je crois qu'on dit comme ça. Ou des, oui, bon. C'est pas des feuillus. Et donc, les pins, ils ont des aiguilles de pin. Et à la fin du mois d'août, les aiguilles de pin tombent sur le sol. Mais il y en a des millions. Parce que la forêt des Landes, elle est grande quand même. C'est la plus grande d'Europe. Alors, donc, des aiguilles de pin, elles tombent sous les pins. Et au fil des années, elles forment des matelas. On est bien d'accord, Nicolas. C'est à vous que je parle comme ça. Voilà. Je vais m'adresser à Nicolas pour qu'il apprenne au moins ça. C'est que ces aiguilles de pin, elles s'amassent sous les arbres. Elles forment des matelas. Et progressivement des années, elles se décomposent et s'enfoncent dans le sol et les recouvertes l'année après par des nouvelles aiguilles de pin qui s'enfoncent naturellement dans le sol en se dégradant. Mais, Nicolas, comment ces aiguilles se dégradent? Ah, elles se dégradent avec des bactéries. Il y a dans une motte de terre que l'on tient dans les mains plus de milliards de bactéries que d'êtres humains sur la planète. Rendez-vous compte tous les milliards de bactéries qu'il y a. Mais elles ont toutes faim, parce que ça se nourrit. Alors, quand elles trouvent des aiguilles de pin, elles les mangent. Mais elles ont des petites dents, les bactéries, toutes petites. Et comme elles ne savent pas trop bien se débrouiller, elles ont trouvé le système de fabriquer de l'acide. Ça veut dire, on va fabriquer de l'acide, on va mettre cet acide sur les aiguilles de pin qui sont dures et on va les décomposer. Et en les décomposant, on va les aspirer. Et comme ça, on va manger gratis. Alors, vous avez bien saisi. Elles ont des petites dents, elles ont des petites bouches, et donc elles veulent manger. Et comme les aiguilles de pin les aiment bien, elles les dégradent avec de l'acide. Mais autour de ces aiguilles de pin, il y a ce que l'on appelle du calcaire, du sable calcaire. Et ce sable calcaire va se combiner avec l'acide. On peut regarder sur Internet, on va trouver ça. Et cette décomposition et cette transformation va produire un résultat qui est du sulfure de fer. Mélangé avec de l'eau, quand il pleut, il y a de l'eau, bien sûr. Donc, cette eau s'infiltre dans le sol, mouille les aiguilles de pin, qui se transforment en sulfure de fer et se combine aussi avec du sable, ce qui fait que ceux qui m'entendent, qui habitent dans les Landes, qui ont été confrontés à la liosse et la garluche en patois, pour ceux qui ne le savent pas, la garluche est un oxyde de fer, pauvre en fer, mais c'est un oxyde de fer extrêmement dur, presque aussi dur que le granit. Pourquoi? Parce que plus il s'est asséché, moins il y a d'eau, plus il est devenu pierre. Alors, il devient une pierre. Et garluche en patois veut dire mauvaise pierre. La garluche, ça veut dire une mauvaise pierre. Et on s'en servait autrefois pour faire les maisons. Il y a des églises chez nous qui ont été battues en garluche. Et il y en a quelques-unes. Et des maisons, il y a plein de maisons autour du bassin d'Arcachon, dans les Landes, qui ont été bâties avec de la garluche. C'est-à-dire avec une pierre moitié de fer, très sec,
avec du sable calcaire. Voilà. Et autrefois, on bâtissait à la chaux, c'est-à-dire on broyait de la pierre calcaire pour sortir, pour la sécher, et ensuite on remettait de l'eau pour faire, et ça faisait des pierres. Et bien là, c'est la même chose, mais avec une partie en fer. Alors, donc, il y a une formation, Nicolas, il y a sous le sous-sol une partie où il y a de l'humus. Dessous de l'humus, dans les parles des Landes, il y a une partie de formation d'Alios. Parce que ça ne vient pas par magie, il n'y a pas de baguette magique. Donc ça se fait naturellement en séchant, dans l'eau et en séchant. C'est à la fois, ça sèche et en même temps il y a de l'eau. Et cette eau, quand elle s'évapore, eh bien, le sable qui s'est combiné avec du fer devient de plus en plus dur. Parce qu'il y a une évaporation. Donc, quand vous prenez un morceau d'Alios, il est friable dans les mains. C'est-à-dire, avec l'ongle, vous arrivez à trouver les petits grains, parce que c'est du fer qui est combiné avec des petits grains de sable de calcaire. Bon, mais il est dur quand même, parce que plus il est sec, et quand il devient ultra sec, il devient garluche. Voilà. Et là, ça devient très, très, très dur à traverser. Bon. Donc, alors, quand ils font, écoutez-moi bien dans vos oreilles, Nicolas, quand ils font des forages, on descend des tubes à une certaine profondeur. Et les foreurs, ils mettent le plus possible de crépines, parce que dans leur petite tête gentille, ils se disent, plus on va mettre de crépines, plus on aura d'eau. C'est faux, mais ils ne le savent pas. Ils espèrent. Parce que l'espérance, chez eux, c'est incommensurable. Parce que ils ne sont même plus, il n'y a même plus de dialogue avec ces gens-là. Quand ils disent, oui, mais si on met des crépines, c'est qu'on aura plus d'eau. Sur le moment, oui, parce qu'ils vont prendre sur les côtés. S'ils mettent, alors, Nicolas, s'ils mettent une crépine pour rigoler, de 3 mètres, ils mettent, alors qu'il faudrait mettre 40 cm, hein, mais eux, ils mettent 3 mètres pour avoir plus d'eau, parce qu'ils ne regardent pas la qualité, ils ne savent pas la traiter, la qualité. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils mettent le plus possible de crépines en se disant, ben, on va ratisser large. On ratisse le plus large possible. Alors, ratisser large, oui, dans la mesure où s'il pleut considérablement, ça va remplir. C'est le coût de la baignoire. Combien de temps une baignoire va mettre pour s'écouler avec un robinet qui coule tant à la minute? Et combien de temps va mettre la baignoire pour se vider? Eh bien, c'est le même principe. Parce que les foreurs, ils mettent un tube avec 3 mètres de crépine, et quand ils mettent leur pompe, ils font une dépression dans leur tube pour aspirer l'eau. Il y a une dépression en bas. L'eau, la pompe, c'est une formation de dépression. Comme il y a de la dépression dans le tube, l'eau remonte. Eh bien, l'eau qui est sur les côtés, elle coule sur les côtés. Mais comme elle va diminuer, qu'est-ce qu'elle fait, Nicolas? Eh bien, l'eau du dessus commence à descendre. C'est l'eau du dessus qui est ferrugineux, je vous disais au départ. D'accord. Il y a une formation d'Alios qui est de 2 mètres. La formation d'Alios est entre 2 et 3 mètres dans les Landes, hein, qui est un grand département. Eh bien, donc, cette formation d'Alios, l'eau qui est mélangée avec du fer, elle a un poids, 1 décimètre cube. Écoutez-moi bien les gens. 1 décimètre cube de fer
pure, enfin, ou de fonte, si vous voulez, c'est 7 kilos. 7 kilos un décimètre cube. Donc, l'eau qui n'est pas encore formée, le fer qui n'est pas formé, qui est dans l'eau, en formation, elle a un poids qui va être, mettons, de 2 kilos. Allez, d'un kilo, un décimètre cube d'eau va peser, 100 centilitres va peser 1 kilo. C'est la coupe stratigraphique d'un sol montrant la couche d'Alios en noir. C'est ça. Et dessous, vous avez la formation. Voilà, c'est pour mieux visualiser un petit peu. Et plus elle monte, plus elle s'assèche. Alors là, c'est voilà, ça c'est la garluche. D'accord. Ouais, parce que sinon, on n'arrive pas à comprendre. D'accord. Et ça, là, c'est plus facile. C'est un peu comme des... Oui, c'est un peu comme des couches, ouais, je vois. Eh bien, la formation, si on va plus profond, il y a de l'eau, de la nappe phréatique. Et au fur et à mesure que ça monte, ça sèche. Bloc de garluche, ouais, d'accord. Ça, c'est la garluche. Ça, c'est une pierre très, très, très dure. Ça rigole pas, là, c'est très, très, très dur. Et ils disent donc que l'Alios, strate du sol indurée et imperméable, souvent de couleur noire ou brune, typique des Landes de Gascogne, qui se forment sous l'action de l'eau dans des potzols généralement sableux. L'Alios résulte de la cimentation des grains de sable et gravier par des hydroxydes de fer, d'aluminium et de manganèse, ainsi que de matière organique. D'accord. Oui. Et c'est les aiguilles de pin qui est à l'origine le plus, parce qu'il y a d'autres, mais le plus, c'est les aiguilles de pin. Et c'est l'acide qui est la dégradation des aiguilles de pin qui forme du sulfure. Et ce sulfure se combine avec le sable. D'accord. Et plus ça monte, plus c'est sec. Et plus ça descend, plus c'est mouillé. Alors, donc le mouillé, comme il y a 2 mètres, on ne voit pas là, on voit 40 cm à peine. Mais tout ce qui trempe dans l'eau de la nappe phréatique, c'est mouillé. Ça trempe dans l'eau, donc c'est mouillé. Donc l'eau qui est combinée avec du fer, elle pèse. Vous vous rendez compte, sur un diamètre de 10 mètres autour, vous faites un diamètre de 10 mètres et sur 3 mètres de profondeur, vous vous rendez compte le poids qu'il y a? C'est énorme le poids. 3 mètres de profondeur, c'est énorme hein, quand même. Ouais. Oui, 3 mètres de profondeur sur 10 mètres de diamètre. Vous vous rendez compte le nombre de tonnes qu'il y a? Hein? Eh bien, cette eau qui est en haut, Nicolas, si jamais on sort l'eau du bas, l'eau du haut, elle va descendre par le poids qu'il y a. Si on sort, il y a un équilibre dans le sol, Nicolas. Il y a un équilibre instable. Alors, l'équilibre est instable dans le sous-sol. Si on sort l'eau du bas, eh bien, l'eau du haut, elle va descendre. Dites-moi le contraire. Moi, je ne dis pas le contraire. Hein, non, mais il faut me dire. Je sais. Non, mais si l'eau du haut va descendre, si on fait de l'aspiration en bas, on va avoir l'eau qu'il y a autour. Bien sûr. Mais une fois qu'elle aura disparu, ben c'est l'eau du haut qui va descendre. On appelle ça un cône de décompression. D'accord. On appelle ça le cône de décompression. Et ce cône de décompression, je dois l'expliquer dans le livre aussi. Oui, mais justement, à l'eau ferrugineuse, vous nous dites concernant votre puits ferrugineux, ce problème est généralement dû à un forage mal réalisé ou à une contamination provenant de l'absence d'une bonne source d'eau claire. Nous sommes bien conscients que cela peut être déroutant pour de nombreux propriétaires, mais sachez que nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair. Solution proposée, petit 1, évaluation par un sourcier. Petit 2, création d'un puits traditionnel. Petit 3, engagement à long terme. En conclusion, voilà, donc
notre association est engagée à œuvrer pour un environnement durable et à préserver les ressources en eau, notamment. Voilà. Donc, dans le livre, vous parlez de tout ça, bien sûr. Vous nous parlez d'Emmanuel, sourcière et géobiologue, d'Hector, puisatier confirmé, de la sensibilisation, de la campagne d'information. Voilà. Donc, tout est dit dans le livre. Et puis, comment réaliser un puits busé soi-même. Voilà. Donc, je mettrai le lien dans le chat, dans la description, avec notamment. Alors, il y a même des photos, notamment de puits. Je ne sais pas si je. Voilà. Ah oui, tout à fait. Voilà. C'est un puits en briques. Un puits en briques en haut à droite. Il y a plusieurs matériaux pour faire des puits. Voilà. Ça dépend. Alors, Nicolas, ça dépend des régions. Bien sûr. Là où il y a de la pierre, on prend la pierre. Là où il y a de l'argile, on fait des briques. Voilà. Vous répondez aussi à des questions déjà posées. Est-il possible de créer son propre puits tout seul ou avec un ami, etc. Définitivement non. Voilà, puisque l'apprentissage pour former un puisatier, c'est 5 à 7 années d'apprentissage. C'est l'équivalent, j'allais dire, d'un master, voire d'un doctorat quand on regarde sur le plan universitaire. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, il faut être conscient de ça. C'est-à-dire que ça ne se fait pas en 3 jours ou en 5 heures, quoi. Je veux dire, voilà, donc il y a tout ça. Mais vous parlez des filtres à sable, des modèles de pompe, voilà. Donc, dans ce livre-là, ça, oui, c'est le petit guide pratique du puisatier. Voilà, c'est tout simple. Je suis en train de préparer l'encyclopédie. Voilà, tout à fait. Voilà. Bah, écoutez, Isidore, on a fait le tour pour cette émission. En tout cas, merci à vous pour ces précisions techniques. Et c'était important d'agrémenter ça avec des petites vidéos pour que ce soit plus clair pour les spectateurs et puis de voir vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Là, on a montré tout ce qu'il ne fallait pas faire. Ah là là. Et tout ce qu'on trouve sur Internet. Ah oui, je ne connais pas un de bon. Voilà, c'est ça le truc, c'est que vous tapez puits artésien, vous tombez sur tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, raison de plus pour aller sur lesamidespuits.fr. Oui, mais alors, là, je ne voudrais pas me retrouver en but avec les foreurs qui c'est leur gagne-pain. Oui, mais bon, voilà, en tout cas, c'est votre regard à vous, donc voilà. Tout à fait. Bon, s'ils veulent continuer à faire des trous comme ça pour dire c'est des puits artésiens, ils n'ont qu'à regarder sur la dénomination d'un puits artésien. Alors, je ne dis pas que c'est de la pub mensongère, mais bon, les gens aussi, Nicolas, ils font confiance. C'est pour ça, là, avec les amis des puits. Et tu demandais à qui? À part moi? Non, mais c'est horrible ce que je viens de dire. À part moi qui suis rien, je ne suis rien. Et je ne veux être rien. Je veux être simplement... Si vous êtes sourcier et puisatier. Non, je m'en fous de ça. Mais l'important, c'est que je réponde et qu'on trouve des arguments contre moi. L'important, c'est d'avoir des réponses aux questions et puis de pouvoir assister et accompagner ceux qui vous écrivent, quoi. Et aussi à ce qu'on n'hésite pas une seule seconde à me contredire avec des arguments. Moi, je dis des arguments. C'est pour ça que vos coordonnées sont en description, que ceux qui souhaitent vous contredire vous écrivent de manière courtoise et respectueuse, cela va de soi. Et puis, voilà, toutes les questions. Et si nécessaire, on fera une vidéo des questions posées qui reviennent, qui n'ont pas été comprises, etc. Voilà, ça, on verra cela plus tard. Mais en tout cas, voilà. Oui, Isidore. Est-ce que je peux lancer un appel général en France? Allez-y. Tous les jeunes qui m'écoutent, ou les parents qui peuvent dire à leurs jeunes, essayez de toucher ce monsieur, et puis peut-être que Nicolas, aidez-moi, il y a 10 millions de puits à réhabiliter. Il faut plusieurs vies pour y arriver. Oui, on peut lancer un appel général que dans chaque département de France métropolitaine, eh bien, ceux qui sont prêts à s'investir quelques heures la semaine, ou en tout cas je ne sais pas, créer une association pour les plus passionnés, en tout cas, pour
permettre de transmettre le flambeau à la nouvelle génération. On rappelle encore une fois… En vidéoconférence. Oui, en vidéoconférence. Mais on rappelle encore une fois qu'on estime à 8 voire 10 millions de puits abandonnés dans ce pays. Et que on dit les jeunes, ils ne savent pas quoi faire à l'avenir, etc. C'est un métier d'avenir, le puisatier. C'est quelque chose qui ne demande pas 40 heures par semaine non plus. Non. Il faut être formé, par contre, il faut avoir les bases, parce que si on fait ça de manière sauvage et sans connaître les rudiments, moi-même, demain, je ne suis pas capable de faire un puits tout seul, etc. Ce n'est pas parce que j'ai fait quelques heures d'émission avec Isidore que je suis un expert. Si je devais faire quelque chose avec un puits, j'irais rencontrer physiquement Isidore. J'aimerais qu'il me montre les rudiments sur place, etc. Contacter ses collègues, parce qu'il faut faire les choses correctement. Et puis, parce que si on veut donner l'exemple et transmettre, il faut déjà savoir faire ça soi-même. Ce n'est pas quelque chose qui s'improvise comme ça au doigt mouillé. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, moi, j'invite chacun et chacune qui nous regarde à se procurer cet ouvrage sur lulu.com. Alors, c'est un petit investissement, je crois que c'est 30 €, la commande, les frais de port compris. Vous avez 120 pages, il y a tout ce qu'il faut savoir là-dedans. On a traité déjà de certains éléments majoritairement dans les autres émissions. Vous transmettez les émissions à vos collègues, amis, famille, tout ça. Et puis comme ça permet, voilà, si ne serait-ce que, allez, soyons fous, 100 puits étaient déjà repris en main, 100 puits, c'est toujours 100 puits. Voilà. Et puis l'effet colibri. Voilà, on pense à l'effet colibri. Et plusieurs vies. Bon, moi, j'ai 35 ans. Si certains arrivent à 20 piges à commencer à s'occuper des puits, si certains ont envie de travailler là-dessus ou ont envie de se remettre en selle là-dessus, n'hésitez pas. Isidore est là pour ça. Ses vidéos sont archivées. Voilà. Voilà. Merci Isidore beaucoup pour tout cela. Et puis, on fera en sorte, et s'il y a besoin de faire une ou plusieurs séances de questions-réponses sur des sujets bien précis, on en fera et ce sera avec plaisir. Voilà. Alors, je ne connais pas comment vous faites, mais s'il y a des gens qui vous appellent, est-ce que vous ne pouvez pas faire un petit film de même qui vous pose les questions? On s'organisera. Ce qu'on va faire, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va collecter toutes les questions que vous recevrez et que je recevrai aussi de mon côté peut-être, si certains m'écrivent par mail. Comme ça, on fera un fichier questionnaire presque. Et puis, voilà, comme ça, on répondra au fur et à mesure. Voilà, pour que les spectateurs aient des réponses bien précises. Après, pour aller sur place, c'est encore un autre souci. C'est pour ça qu'il y a des coordonnées dans l'ouvrage, pas seulement d'Isidore, mais aussi d'Emmanuel, je crois, d'Hector, etc. Voilà, donc des gens qui connaissent. C'est-à-dire que le but, c'est pas que vous soyez que 3 ou 4, c'est que vous soyez des dizaines et qu'on crée des référents. Parce que c'est ça aussi, le but des épisodes, des émissions, c'est que dans chaque département, il y a au moins 2 ou 3 personnes qui peuvent servir de référents départementaux. On peut faire des confréries. Alors, on pourrait faire une confrérie et des associations qui seraient en collaboration avec la confrérie. Voilà, c'est un peu comme s'il y avait un satellite national ou une antenne nationale avec des satellites sur tout le territoire. Et vous avez vu le prix qu'ils prennent pour faire un petit puits comme ça, 3200 €. Vous imaginez. En tout cas, merci Isidore et on se tient très vite au courant pour la suite des événements. Merci à vous et bonne soirée à tous. Merci.